Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je te propose aujourd'hui de résoudre les exercices concernant les frottements et donc de te montrer comment est-ce qu'on peut manipuler tout ça. Alors, on démarre directement avec l'exercice numéro 1 qui pose la question suivante. Quelle force faut-il pour mettre en mouvement une armoire en acier de 50 kg reposant sur un plancher en bois? Alors, l'élément important ici, c'est le mettre en mouvement. Donc, on doit mettre l'armoire en mouvement, ça veut dire qu'elle n'est pas encore en mouvement. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir en réalité vaincre les forces de frottement statiques. Rappelle-toi, une armoire qui reposerait sur le sol subit un frottement et ça veut dire qu'il va falloir vaincre ce frottement pour arriver à, entre guillemets, décoller l'armoire du sol. Et donc, ce que ça signifie tout simplement que on va devoir utiliser ici la formule des forces de frottement dans laquelle on va utiliser le coefficient de frottement statique. Donc tu vois ici, c'est bien mu S que j'ai indiqué. Alors ce mu S, comment est-ce que je vais le trouver? Eh bien, dans la vraie vie, on irait voir dans des tables de coefficient de frottement, mais ici, il est donné dans le cours. Et donc, si je regardais dans le cours, dans le tableau coefficient de frottement statique, attention, statique, très important, et que je regarde les matériaux concernés, donc ici c'est de l'acier et du bois, je vais trouver un coefficient de frottement qui sera de 0,4. La deuxième chose dans la formule, c'est que j'ai la force de réaction du sol. Alors la force de réaction du sol, elle correspond en réalité au poids de l'armoire, et donc ça veut dire que je peux calculer cette force puisqu'elle vaut m fois g. Voilà, donc tu vois ici qu'on n'est pas face à un problème très compliqué. Donc sachant cela, je n'ai plus qu'à intégrer tout ça dans ma petite formule, voilà, et à calculer le résultat qui me donne donc 196,2 newtons. Alors attention, ça veut dire que la force de frottement est de 196,2 newtons, et donc si je veux mettre mon armoire en mouvement, il me faudra bien une force plus importante que 196,2 newtons. Voilà, cet exercice est résolu. On peut donc passer à l'exercice numéro 2, dans lequel on nous dit que on nous demande de calculer le coefficient de frottement entre le plancher et la semelle d'une chaussure, en sachant que la force appliquée sur le plancher est de 600 newtons et que la force de frottement est de 450 newtons. Donc on a ici un problème un petit peu différent puisqu'on nous demande cette fois-ci d'évaluer le coefficient de frottement. Alors je vais commencer par réaliser un petit schéma de la situation. Donc j'ai ici une chaussure sur le plancher et on voit que la chaussure est en appui. Alors si je fais un petit diagramme des forces, je vais schématiser les choses de la manière suivante. Donc je vais dire que le pied applique une force en rouge sur le plancher et j'ai la force de frottement. Alors attention, la force de frottement, tu vois qu'elle est dirigée vers la droite. Parce qu'en réalité, avec le pied, quand je prends appui pour marcher, j'appuie vers l'arrière. Et donc, si je veux éviter de glisser, en fait, ce qui va se passer, c'est que la force de frottement doit aller dans l'autre sens. Donc, c'est normal d'avoir la force de frottement ici qui va vers l'avant, puisque je vais appuyer vers l'arrière et que soit je glisse, soit j'ai une force de frottement qui me retient et donc qui m'empêche de glisser vers l'arrière, justement. Alors, je vais reprendre la formule ici de la force de frottement pour réaliser le calcul. Donc, la force de frottement, c'est égal à mu fois R, tu es maintenant habitué à ça. Alors ici, la force de réaction, elle correspond à la force que le pied applique sur le plancher. Donc j'ai juste changé le nom ici, j'aurais pu marquer que... j'aurais pu indiquer directement R sur le schéma, mais je ne l'ai pas fait. Mais donc il faut bien avoir en tête que c'est la même chose. Et donc ici, comme on demande de calculer le coefficient de frottement, je vais tout simplement isoler ce coefficient de frottement. Donc mu est égal à la force de frottement divisé par F. Je vais mettre les valeurs dans la formule et je pourrai calculer que le coefficient de frottement est de 0,75. Alors tu fais bien attention, souvent les élèves ont envie de mettre une unité, typiquement en newton. Il n'y a pas d'unité ici puisque j'ai des newtons sur des newtons et que le coefficient de frottement, comme le nom l'indique, c'est un coefficient. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité à indiquer ici. Voilà. Encore un exercice de résolu. Du coup, nous pouvons attaquer le troisième exercice, dont l'énoncé est le suivant. Au sport d'hiver, tu tires deux amis pesant respectivement 52 et 63 kg à l'aide d'un traîneau. On demande quel travail as-tu effectué pour déplacer ce traîneau à une vitesse constante de 3,6 km/h pendant 1 minute, en sachant que le coefficient de frottement dynamique est de 0,2. Donc attention ici, on nous dit bien qu'on est à vitesse constante,
et qu'on a donc un coefficient de frottement qui est cette fois-ci dynamique puisqu'on est en mouvement. Alors, je vais représenter un petit schéma de la situation puisqu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Voilà, donc deux amis et toi qui tires le traîneau. Il y a pas mal d'informations, donc je vais faire la liste des données qui nous sont proposées. Donc on a la masse 1 qui est de 52 kg, la masse 2 qui est de 63 kg. Et ce que je vais faire, c'est que en réalité, je peux directement mettre tout cela dans une seule masse. Je n'ai pas besoin de me trimballer ces deux masses séparées. Donc je vais la grouper en une masse que je vais appeler M tout simplement. Et donc ça me fait 115 kg. On néglige ici la force, le poids, plutôt la masse du traîneau. Alors la vitesse est de 3,6 km à l'heure. Il faut bien faire attention. En physique, en général, on travaille avec des vitesses qui sont en mètres par seconde. Donc je vais directement convertir ça. Et rappelle-toi que pour convertir les km/h en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Alors évidemment, c'est commode ici puisque j'arrive à une vitesse qui est de 1 mètre par seconde. Ça tombe quand même vraiment bien. Alors la durée, elle est de 1 minute, donc je déplace, ou plutôt tu déplaces ce traîneau pendant 1 minute. Et bien pour être cohérent, je vais également exprimer cette durée en secondes. Donc 1 minute, ça me fait bien 60 secondes. Et puis dernière chose, le coefficient de frottement dynamique est de 0,2. Alors nous, ce qu'on cherche ici, c'est le travail qui a été effectué. Et donc je vais reprendre la formule du travail. La formule du travail, c'est bien F fois D. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que la force que tu as utilisée ici, en fait, elle correspond à la force de frottement. Elle correspond à la force de frottement, pourquoi? Parce qu'on est à vitesse constante. Donc, si on est à vitesse constante, le principe d'inertie nous dit que, au final, les forces s'annulent. Et je peux dire donc que la force de frottement et la force motrice, donc la force que tu appliques, eh bien, si je prends leur addition vectorielle, je vais arriver à 0. Une autre manière de dire les choses, c'est que ces deux forces vont se compenser. Alors, je peux m'en rendre compte sur le schéma ici. Donc, je dessine la force de frottement, donc qui va vers l'arrière par rapport au mouvement, et la force motrice, donc la force que tu appliques. Alors, tu peux voir ici que ces deux forces ont la même intensité, les deux flèches ont la même grandeur, ce qui veut donc bien dire qu'elles se compensent l'une l'autre. Donc, on est bien dans un cas de vitesse constante. Alors ça m'intéresse puisque je peux calculer la force de frottement puisque j'ai le coefficient de frottement et que j'ai la masse du traîneau et des deux personnes que je tire. Donc en réalité la force ici je peux la calculer puisque la force de frottement est égale à mu fois R et donc je peux directement mettre les valeurs dedans. Donc la force de frottement c'est le coefficient de frottement fois la masse de ce que je tire fois 9,81, ce qui me donne 225,63 newtons. Et donc, cette force-là, elle correspond aussi à la force motrice. Alors, la deuxième chose que je dois connaître, c'est le déplacement. Je peux simplement dire que le déplacement, c'est la vitesse fois le temps. Si je vais à une certaine vitesse constante pendant une certaine durée, je peux directement calculer le déplacement. Et donc ici, j'ai un déplacement qui est de 60 mètres. Une fois qu'on a ça, je peux mettre ces valeurs dans ma formule et je peux donc calculer que le travail effectué est ici de 13 537,8 joules. Fais bien attention, ici on est sur un travail ça correspond à une différence d'énergie et donc je suis bien avec des unités qui sont des joules. L'exercice numéro 3 est maintenant résolu. Alors, nous pouvons attaquer l'exercice suivant, exercice numéro 4, où nous avons un avion de 60 tonnes qui vole à une vitesse de 720 km à l'heure. Cet avion subit une force de frottement de 7500 Newton et on nous demande quelle énergie les moteurs ont-ils dû produire après 1 heure de vol. Alors, je vais commencer par représenter notre petit avion ici. C'est toujours intéressant de visualiser un petit peu les choses. Et je vais représenter ici les deux forces qui interviennent. Alors, on a d'une part la force des moteurs, la force motrice. Alors, il y a deux moteurs, mais je combine la force de chaque moteur en une seule force motrice. Et on a la force de frottement qui, encore une fois, va dans le sens opposé au déplacement. Et tu vois que comme on est à vitesse constante, à nouveau, la force motrice et la force de frottement vont se compenser. Donc si je fais la somme de ces deux forces, j'arrive à 0. Et donc le principe d'inertie nous dit que
si la somme des forces est égale à 0, eh bien je suis dans un état de conservation de la vitesse, donc mon avion continue à voler à la même vitesse. Alors, ce que je peux dire, c'est que l'énergie dépensée par le moteur, en fait, correspond au travail effectué par le moteur, hein, et donc je peux utiliser la formule du travail encore une fois, donc je peux dire que j'ai le déplacement fois la force motrice. Alors là, le vecteur de force motrice correspond en fait au vecteur de force de frottement au signe près, puisqu'elles ont deux directions, deux sens, pardon, qui sont opposés. Alors il faut bien faire attention que dans ce cas-ci, la force de frottement n'est pas une force de frottement sur un support comme on a pu le voir juste avant. Hein, donc on ne peut pas utiliser ici la formule que j'ai donnée auparavant avec la force de frottement est égale à mu fois d, parce qu'ici on est dans le cas d'un mobile qui se déplace dans un milieu, et donc je ne peux pas calculer directement la force de frottement, mais ce n'est pas très grave ici, puisqu'en fait on me donne la valeur de la force de frottement. Voilà, mais donc il faut bien faire attention. Tu pourrais avoir envie de calculer ici un coefficient de frottement, mais en fait ça ne fonctionne pas tout à fait pareil, puisque on est dans un mobile qui évolue dans un milieu, ici tout simplement dans l'air. Alors, je vais maintenant regarder les données qu'on me propose. D'abord, j'ai la masse de l'avion qui est de 60 tonnes. Je vais directement convertir ça en kilogrammes. C'est une bonne habitude à avoir en physique. Donc ça me fait tout de même 60 000 kilos. La vitesse 720 km/h. À nouveau, je vais convertir ça. Alors je vais faire un truc un peu particulier ici, c'est que je vais convertir non pas en mètres par seconde, mais en mètres par heure. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que la durée est donnée en heures. Et donc, ce qui est important pour calculer la distance, c'est que la vitesse et la durée aient des unités correspondantes. Et donc, tu vois bien ici que la durée est en heures et la vitesse est en mètres par heure. Donc, je peux rester comme ça. Je pourrais évidemment calculer la durée en secondes et calculer la vitesse en mètres par seconde, hein. Mais ça me ferait un chiffre un petit peu lourd, un nombre un peu lourd à transporter. Donc je vais me contenter de ça ici, mais j'insiste bien, il faut vraiment que les unités soient correspondantes dans le cas où tu as une vitesse et une durée et que tu cherches à calculer un déplacement. Alors la force de frottement, elle vaut 7500 newtons et la force de frottement, en fait, elle a la même intensité que la force motrice. Alors la dernière chose qui me reste à faire, c'est calculer justement le déplacement, et pour ça, je vais dire que le déplacement, c'est la vitesse fois le temps, et donc j'utilise les valeurs ici qu'on me donne, donc j'ai 720 000 mètres par heure, multiplié par une heure, ça me fait simplement 720 000 mètres qui ont été parcourus. Et bien voilà, maintenant je n'ai plus qu'à utiliser les données que j'ai calculées et qui me sont proposées pour dire que l'énergie dépensée par le moteur ou le travail effectué par le moteur correspond à 5,4 fois 10 exposant 9 joules. L'exercice est résolu. Attaquons maintenant l'exercice numéro 5, dans laquelle nous avons de nouveau une situation au sport d'hiver, puisque nous avons un skieur de 80 kg qui descend une faible pente de 40 mètres à une vitesse constante. Et on nous dit que le travail des forces de frottement a une valeur de moins 5450 joules. Alors attention, tu vois qu'on a ici un moins 5450 joules, puisque le travail des forces de frottement est un travail qui est négatif, puisque ce travail fait perdre de l'énergie au skieur. Alors à nouveau, je vais réaliser un petit schéma ici, avec un petit paysage, pour bien voir notre skieur qui dévale la pente. Alors tu vois que le skieur a un casque, c'est très important en sport d'hiver, il faut éviter de prendre des risques. Et on nous dit de nouveau que on nous dit à nouveau, que le skieur va à une vitesse constante. Alors, puisqu'il va à une vitesse constante, ça veut dire que la force motrice qui lui permet de se déplacer a la même intensité que la force de frottement, mais à nouveau, le sens de ces deux forces est opposé. Alors, ce que je peux dire, c'est que le travail de cette fameuse force motrice, elle correspond en fait à l'opposé du travail de la force de frottement. Okay. Alors, comme on me donne cette valeur de travail de force de frottement, eh bien, ce que je peux faire, c'est simplement calculer ici le travail de la force motrice, et donc ça me donne 5450 joules. Voilà. Ça, c'est assez logique, hein, si tu réfléchis bien. Le travail ici qui a été perdu par force de frottement est compensé par le travail de la force motrice. Alors, la question qu'on peut maintenant se poser, c'est de calculer la dénivellation, donc la variation de hauteur
que le skieur a connu. Alors pour ça, eh bien, il faut se rendre compte que finalement, ce qui se passe dans cette situation, c'est que le skieur, il perd de l'énergie à cause des forces de frottement. Alors cette énergie, d'où est-ce qu'elle vient? En fait, cette énergie, c'est en réalité une énergie potentielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le skieur descend, donc il perd de l'énergie potentielle, et cette énergie potentielle, elle est en réalité perdue à cause des forces de frottement. Et donc je peux calculer ça, je peux poser une équivalence ici en disant que le travail des forces de frottement, ça correspond à une variation d'énergie potentielle. Et si j'exprime cette variation d'énergie potentielle sous forme la plus générale possible, ben je peux dire que j'ai m fois g, qui sont deux constantes, fois un delta h, donc une variation de hauteur. Très bien. Alors, une autre manière de dire les choses, au final, c'est que la force de frottement, ici, elle effectue un travail négatif. Ce travail négatif, puisque je suis à vitesse constante, il est compensé. Et alors, j'ai dit jusqu'à présent qu'il y avait une force motrice, donc on pourrait se demander d'où vient cette force motrice. Le skieur n'a pas un moteur, mais en fait, le travail qui est effectué ici, il est effectué par le poids du skieur et la réaction de la piste de ski. Et tu vois que si j'additionne le poids du skieur et la réaction, ça me donne la force motrice. Okay. Alors du coup, tu vois que dans la formule de la variation d'énergie potentielle, le m fois le g, bien entendu, ça correspond à l'intensité du poids. Okay. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais isoler la différence de hauteur en disant que la différence de hauteur correspond au travail divisé par le poids. Alors, en faisant cela, je vais mettre les valeurs et je vais donc pouvoir indiquer que la différence de hauteur, elle vaut moins 6,94 mètres. C'est logique, moins 6,94 mètres, puisqu'on a perdu de l'altitude, qu'on est descendu. Alors, je vais maintenant exprimer le fait que le delta H, rappelle-toi que ça correspond à la hauteur finale moins la hauteur initiale. Encore une fois, c'est une écriture condensée. Et donc, ce que ça veut dire ici, c'est que la variation de hauteur, donc le delta H ou le HF moins HI, correspond à moins 6,94 mètres. Et ce que je vais dire ici, c'est que finalement, moi, ce que je peux faire, c'est dire que la hauteur initiale, je vais dire qu'elle correspond à une hauteur de 0. Donc je prends une référence, la hauteur au départ, au moment où le skieur commence à descendre, elle vaut 0. Et du coup, ça me permet de dire que la hauteur finale, elle est de moins 6,94 mètres. Encore une fois, ça signifie que le skieur est descendu de moins 6,94 mètres. Donc il se trouve à une altitude donnée et il a perdu une altitude de moins 6,94 mètres. Voilà, cet exercice est terminé. Attaquons du coup l'exercice numéro 6, dans lequel nous avons un ballon de basket de 800 grammes qui est lancé en oblique d'une hauteur de 1,7 m à une vitesse de 5 mètres par seconde vers un panneau. On nous demande de déterminer la vitesse qu'il possédera encore lorsqu'il touchera le panneau à une hauteur de 2,9 m. Et alors attention ici, on néglige les frottements, tu verras que c'est important. Alors, il y a pas mal d'informations ici, donc je vais réaliser un petit schéma avec un panneau de basket. On va imaginer que ce panneau de basket est là et que nous avons un basketteur qui va lancer le ballon, tu vois, avec une direction ici qui est oblique. Alors la petite particularité, c'est que le ballon est lancé d'une hauteur qui n'est pas égale à 0. On nous dit la hauteur est de 1,7 m et on va chercher à atteindre la hauteur de 2,9 m. Donc il y a une différence de hauteur. Autrement dit, tu es maintenant habitué à ça, il y a une différence d'énergie potentielle. Et ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a une vitesse initiale. Donc au départ, la vitesse initiale n'est pas nulle. Donc on a bien une énergie cinétique au départ. Alors ce que je vais pouvoir faire pour résoudre ce problème, c'est que je vais pouvoir dire que l'énergie totale de mon ballon de basket, eh bien elle correspond à l'énergie initiale. Donc au début, j'ai une énergie potentielle et j'ai une énergie cinétique qui nous sont données. Et donc cette énergie initiale, je peux la décomposer en disant qu'elle correspond à l'énergie cinétique initiale et à l'énergie potentielle initiale. Et donc faites bien attention ici, j'indique bien que ce n'est pas n'importe quelle énergie cinétique à n'importe quel moment, c'est bien au début de l'expérience, et pareil pour l'énergie potentielle. Très bien, alors je vais pouvoir développer un petit peu tout ceci. Donc ça me permet de dire que l'énergie totale correspond à l'énergie cinétique, donc 1,5 de m fois v initiale au carré, donc la vitesse initiale au carré,
plus mg I initial, donc la hauteur initiale. Alors, je vais introduire les valeurs dans cette formule, parce que j'ai toutes les valeurs qui me sont données, et ça me permet de dire que l'énergie totale correspond à 23,34 joules. Très bien. Alors, en sachant cela, ce qui est important maintenant, c'est le fait qu'on néglige les frottements. On a dit on néglige les frottements, et ça veut dire que l'énergie de ma balle de basket, elle va être conservée. Il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de perte d'énergie. Et ça me permet de dire que l'énergie totale correspond à l'énergie initiale, mais aussi à l'énergie finale. Donc pour le dire autrement, à la fin de mon expérience, au moment où le ballon va toucher le panneau de basket, eh bien il aura une énergie. Et cette énergie, elle correspondra à l'énergie que le ballon avait au début de l'expérience. Il y a une correspondance entre les deux. Alors du coup, je vais utiliser ça pour dire que l'énergie totale correspond également à 1/2 de m fois v finale, donc la vitesse finale au carré, plus mg h finale, donc la hauteur finale. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'énergie totale et cette énergie potentielle finale, je les connais tous les deux. L'énergie totale, je l'ai calculée, c'est 23,34 joules. Et le mg h finale, je peux le calculer aussi puisqu'on me donne la hauteur finale qui est de 2,9 mètres. Et ça c'est intéressant puisque ça va me permettre d'isoler le terme qui reprend la vitesse. Puisque en fait moi ce qu'on me demande c'est de déterminer la vitesse du ballon au moment où il touche le panneau. Et bien donc je peux isoler le terme avec la vitesse parce que je ne connais pas la vitesse, c'est ça que je cherche. Je vais manipuler un petit peu cette équation pour isoler la vitesse. Voilà, donc il y a le calcul à faire ici. Prends bien le temps de le faire et de vérifier que ce que j'ai écrit est correct. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre les valeurs que je connais dans cette formule. Ce que je fais ici, donc j'ai la racine carrée de 2 fois 2,23... la racine carrée de 2 fois 23,34 divisé par 0,8 moins 2 fois 9,81 fois 2,9. Et ça me donne une valeur qui est de 1,2 mètres par seconde. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où le ballon touche le panneau, il a encore une énergie cinétique et il a encore une vitesse qui est de 1,2 mètres par seconde. Alors il a perdu de la vitesse par rapport au départ, c'est logique puisque le ballon est monté. Donc il a acquis de l'énergie potentielle et si son énergie potentielle augmente, ça veut dire que son énergie cinétique diminue. Rappelle-toi, il y a cette histoire, un petit peu de vase communicant, si j'ai l'énergie potentielle qui augmente, ça veut dire que l'énergie cinétique diminue. Alors, l'exercice est terminé ici. Je voudrais juste souligner le fait que j'ai résolu cet exercice en le décomposant. J'aurais pu utiliser une formulation plus rapide et plus concise, mais un petit peu plus compliquée à comprendre. J'aurais pu dire que, au final, la différence d'énergie cinétique correspond à l'inverse de la différence d'énergie potentielle. Donc, delta E est égal à moins delta E avec delta E cinétique et delta E potentiel. Et j'aurais pu écrire que le delta E correspond à chaque fois à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale et l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. En partant de là, on aurait pu mettre dans la formule les différentes valeurs d'énergie cinétique avec tout ce qu'on connaît. On serait arrivé au même résultat. En général, le physicien va préférer cette écriture-ci qui est plus rapide, plus directe, mais un peu plus compliqué à manipuler peut-être à notre niveau. Voilà, mais tu peux éventuellement faire cet exercice, essayer de résoudre de cette manière-là et de vérifier que tu arrives à la même valeur de 1,2 mètres par seconde. Toujours est-il qu'on a résolu cet exercice qui est donc terminé. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 7 déjà, dans lequel on soulève verticalement un gros carton de 4 kg en appliquant une force constante de 64 N sur une hauteur de 1,2 m. On nous demande de calculer ici la vitesse finale du paquet. Encore une fois, on néglige pour l'instant les frottements. Alors je vais représenter un petit schéma, donc on a notre carton qui est là, et je vais chercher à élever ce carton à une hauteur de 1,2 m. Voilà, alors j'ai essayé ici lamentablement de représenter des pointillés, mais je ne peux pas dessiner un pointillé, donc j'ai essayé d'un peu effacer pour qu'on se rende bien compte que j'ai le carton à deux moments différents, à deux altitudes différentes, et donc j'ai ici une différence de hauteur de 1,2 m, autrement dit une différence d'énergie potentielle. Alors, dans cet exercice, ce qu'on me dit finalement, c'est que j'effectue un travail, et donc je transfère de l'énergie au carton.
Et ce qui se passe ici, c'est que ce transfert d'énergie se fait en partie sous forme d'énergie potentielle, hein, puisque j'ai une variation de hauteur. Mais en réalité, on va pouvoir se rendre compte que le travail que j'effectue nous donne un excédent d'énergie. Et donc, il va y avoir une partie de l'énergie qui va être transmise également sous forme d'énergie cinétique. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que pour une fois, dans ce problème-ci, on n'a pas ici une vitesse constante, mais j'ai en fait le carton qui se trouve à une certaine vitesse. J'applique une force assez importante pour lui communiquer une énergie potentielle, mais en même temps, grâce à la force que je lui applique, je fais varier son énergie cinétique et donc j'augmente son énergie cinétique. Alors, ce que je vais faire ici, je peux calculer très facilement le travail qui a été effectué. Ça, c'est simple. On me donne la distance sur laquelle j'ai appliqué une force de 64 newtons. Et donc, je peux calculer que le travail que j'ai effectué, il correspond à 76,8 joules. Très bien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir dire que ce travail correspond à une variation d'énergie mécanique. Là, je n'ai rien fait de différent par rapport à ce que j'ai écrit au-dessus, hein. Donc j'ai une variation d'énergie mécanique. Et la variation d'énergie mécanique correspond à une variation d'énergie potentielle et une variation d'énergie cinétique. Rappelle-toi, l'énergie mécanique, elle englobe l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Et donc si je fais varier cette énergie mécanique, ça veut dire que il y a une partie de l'énergie potentielle qui a varié, mais peut-être aussi une partie en énergie cinétique. Alors dans cette expression, je connais l'énergie mécanique. Je l'ai calculée, elle correspond à 76,8 joules, puisque l'énergie mécanique correspond au travail effectué. Je connais également la variation d'énergie potentielle, puisqu'on a ici la masse du carton et également la variation de hauteur. Alors l'expression qu'on a ici, elle est écrite de manière condensée. Je vais maintenant la développer en disant que la variation d'énergie mécanique correspond à mg fois delta h, donc la variation de hauteur, et la variation d'énergie cinétique correspond à 1,5 de m fois la différence du carré des vitesses. Voilà. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est la vitesse finale. Donc, à nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir isoler la vitesse. Mais avant de faire ça, je vais alléger un petit peu l'écriture ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien venir stipuler que le carton, au départ, il a une vitesse initiale qui est égale à 0. Au départ, le carton est là. Avant qu'on lui applique de force, eh bien, sa vitesse initiale est égale à 0. Et ça va me permettre de faire quelque chose d'intéressant, c'est que le delta V carré ici, le delta V carré correspond en fait à V final au carré moins la vitesse initiale au carré. Et comme la vitesse initiale est égale à 0, je vais pouvoir dire que dans ma formule ici, on ne va considérer que Vf au carré. Je vais faire le même genre de choses pour le delta H. La hauteur initiale, je vais dire qu'elle est égale à 0. Et donc, si je développe le delta H, je vais pouvoir dire que comme le H initial est égal à 0, eh bien je vais me retrouver avec uniquement H final. Et donc je vais réécrire ma formule ici, et je vais en même temps venir mettre d'un côté le terme qui comprend la vitesse et le reste de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Donc 1,5 de m v final au carré est égal à delta E moins mg h final. Et donc tu vois que ce que j'ai écrit juste avant en jaune me permet de faire tomber le delta h et le delta v en ne considérant que la vitesse finale et la hauteur finale. Alors je vais maintenant venir isoler la vitesse finale, c'est ça que je recherche. Et une fois qu'on a fait cela, eh bien, il ne reste plus qu'à venir mettre les valeurs qu'on a dans l'énoncé, dans la formule. Et ça me permet de déterminer que la vitesse finale sera de 3,85 mètres par seconde. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que on a appliqué une force sur la boîte mais plutôt sur une durée de 1,2 mètre, et que ensuite, si on arrête d'appliquer cette force, en réalité, la boîte va continuer à évoluer puisqu'on lui a communiqué une certaine énergie cinétique et donc une vitesse. Et donc il faut bien se rendre compte que nous, on a regardé la boîte à un moment donné. Ce moment, c'est le moment où elle a atteint une hauteur de 1,2 mètre, mais la boîte ne sera pas à l'arrêt, donc elle ne va pas s'arrêter là, elle va continuer sa route avec la vitesse qui est donnée. Et comme elle est occupée à monter,
ben, ça veut dire que la boîte va continuer à monter jusqu'à perdre toute son énergie cinétique qui aura été transformée en énergie potentielle. Voilà, nous avons terminé ce 7e exercice. Attaquons donc le 8e et dernier exercice où nous avons un véhicule d'une masse de 1200 kg qui est lancé horizontalement à une vitesse de 72 km à l'heure. Et on nous dit que les freins parviennent à arrêter ce véhicule sur une distance de 80 mètres. Alors je vais représenter la situation avec un petit schéma, hein, c'est toujours bien. Et donc on a le véhicule qui est là à un moment donné, et on nous dit que ce véhicule va se retrouver à l'arrêt un petit peu plus tard. Et donc pour que tu vois bien que c'est le même véhicule mais à deux moments différents, j'essaie de nouveau de réaliser ici des petits pointillés avec les moyens du bord. Et donc entre ces deux moments, le véhicule a parcouru une distance de 80 mètres. Et donc au départ, il avait une vitesse de 72 km à l'heure. Je convertis directement ces 72 km à l'heure en vitesse en mètres par seconde. Hein, donc 72 divisé par 3,6, ça me fait bien 20 mètres par seconde. Et au deuxième moment, il sera à l'arrêt, donc il aura une vitesse qui sera égale à 0. Alors pour ralentir, eh bien c'est très simple, il a fallu une force de frottement. Alors la force de frottement, ici ça pourrait être la force de la route, mais pour ralentir aussi rapidement, eh bien, tu te doutes qu'il a fallu une force de frottement qui soit celle des freins, hein, puisque les freins d'une voiture utilisent aussi des forces de frottement pour mettre la voiture à l'arrêt. Alors je vais représenter tout de même cette force de frottement ici, avec une force qui va donc vers l'arrière par rapport au déplacement de la voiture. Hein. Comme d'habitude, la force de frottement, elle va toujours dans le sens opposé au déplacement. Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai un travail qui a été effectué par cette force de frottement, et ce travail correspond ici à une variation d'énergie cinétique. Je ne prends pas en compte l'énergie potentielle puisque j'évolue horizontalement, donc il n'y a pas de variation d'énergie potentielle, donc ça simplifie un petit peu les choses. Donc variation d'énergie cinétique qui est provoquée par le travail des forces de frottement. Cette expression qui est écrite de manière condensée, ben, je peux la développer donc en disant que le travail des forces de frottement, c'est 1 demi de m fois le carré de la vitesse finale moins 1 demi de m fois le carré de la vitesse initiale. Alors forcément, dans l'exercice ici, eh bien, la vitesse finale, on la connaît, puisqu'elle vaut 0, tout simplement. Du coup, ben, ça veut dire qu'il ne me reste plus qu'un terme à droite, et donc je peux directement calculer la force de frottement en mettant les valeurs dedans. Et ça va me donner donc un travail qui sera équivalent à 240 000 joules, moins 240 000 joules. Alors attention, le moins nous dit bien que la voiture a perdu de l'énergie, donc on a un travail qui est négatif du point de vue de la voiture, donc il y a une perte d'énergie. Alors ça, c'est la réponse au A de la question, donc on a bien déterminé le travail total des forces de frottement. On nous demande dans le point B de déterminer la force de frottement moyenne. Alors, on parle de force de frottement moyenne ici parce que en réalité, quand on freine, en principe, on ne freine pas avec la même intensité sur tout le long du freinage, mais on n'en tient pas compte ici, donc on va considérer que la force de frottement et donc la force de freinage est constante, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, du coup, je vais simplement reprendre l'expression du travail d'une force, et donc le travail de la force de frottement correspond à la force de frottement multipliée par D. Donc je vais isoler la force de frottement dans cette expression et je vais directement venir mettre les valeurs qu'on connaît. Donc on connaît le travail effectué par la force de frottement, on connaît la distance. Donc ça me permet de dire que la force de freinage ou la force de frottement moyenne est de moins 3000 newtons. Et j'insiste encore une fois sur le moins. Le moins ici nous indique que la force de freinage a une direction, ou plutôt un sens pour être précis, opposé au déplacement et à la vitesse de la voiture. Voilà, ceci clôture notre petite séance d'exercice sur les forces de frottement. Merci pour ton écoute.